Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Alors aujourd'hui on parle du gros morceau. Attention, oui c'est ça. Faut respirer là. Le film attendu par tout le monde, par le monde, j'ai envie de dire, celui qui va sauver le cinéma. Combien d'articles on n'a pas vu avec ce titre-là récemment dans la presse? Les youtubeurs s'en sont donnés à cœur joie. Ah oui, c'est clair qu'ils se sont amusés là-dessus. Tenet va-t-il sauver le cinéma? En plus avec Disney qui a quand même pris un pari d'enlever Mulan du cinéma, etc. Donc voilà, il y a un peu cette compétition de savoir que c'est un peu le gros film international, gros budget, 250 millions de dollars, Christopher Nolan qui sort au cinéma malgré le fait qu'il faut porter le masque, que les salles pourront pas être remplies de la même manière qu'avant. Donc c'est quand même un gros pari que prend la Warner Bros avec ce film-là. Alors, je le disais, Tenet, film de Christopher Nolan, avec au passage John David Washington, le fils de Denzel, qui tout à fait, qui a le premier rôle, le rôle du protagoniste, n'est-ce pas, dans le film. On a Robert Pattinson également et Elizabeth Debicki, ça c'est vraiment le trio de tête. Il y a après plusieurs autres acteurs dont on parlera après dans la critique. Alors de quoi parle Tenet avant qu'on écoute la bande-annonce? C'est concrètement quelqu'un. Le protagoniste. Voilà, un protagoniste qui doit se battre pour sauver le monde. Il doit pour ça sillonner un univers d'espionnage international, d'armes peut-être chimiques. On ne sait pas très bien. C'est toujours un peu ce prétexte-là, en tout cas au début. Et cette mission, on va l'envoyer dans une nouvelle dimension, si on peut dire, mais qui dépasse le temps. C'est pas juste une dimension parallèle. C'est une dimension simultanée, oui, temporelle. C'est un peu compliqué. Je propose qu'on s'écoute un extrait de la bande-annonce. On pense tous qu'on foncerait dans le bâtiment en flammes. Mais tant qu'on ne sent pas la brûlure, on ne peut pas savoir. Vous savez. Vous avez préféré mourir plutôt que d'abandonner vos collègues. Cette épreuve que vous avez réussie, elle n'est pas donnée à tout le monde. Bienvenue dans l'au-delà. Pour faire mon travail, il faut que j'ai une idée de ce qui nous menace. D'après ce que j'ai compris, nous essayons d'éviter la Troisième Guerre mondiale. L'Holocauste nucléaire. Non. Pire que ça. Alors Thibaut, écoute, oui, le synopsis est déjà un petit peu particulier. Surtout, on se dit que c'est un peu mince comme synopsis. C'est quoi cette histoire? C'est juste un type qui va chercher des armes. Enfin, c'est un James Bond ou quoi? C'est ça qu'on se dit. Mais non, le film est fourni, 2h30. Il y a énormément de contenu, très complexe également. Donc, c'est pas juste ce petit synopsis-là. Ne vous attendez pas à voir simplement le film ABC. Non. Voilà, classique, habituel. Bien que si on veut vraiment simplifier l'histoire au possible, on arrive à un schéma relativement classique entre guillemets d'espionnage. Tout à fait. C'est un film d'espionnage. Ce Tenet à un film d'espionnage d'une certaine façon. Oui, avec forcément un aspect de science-fiction nolanesque, si je puis dire, qui est de dire que plutôt d'avoir un bête film d'espionnage où on doit aller en Italie, en Serbie, etc., à chaque fois chercher une mallette ou autre, là il y a cet aspect de inversion du temps où en fait il y aura deux événements qui se déroulent en même temps, mais qui se déroulent de manière inversée pour l'un et de manière avancée pour l'autre. Bref, vous l'aurez compris, c'est une expérience visuelle assez incroyable que nous offre Christopher Nolan et son équipe, puisque c'est l'atout majeur du film. Donc si on commence un peu par les points positifs, c'est qu'on a vraiment une expérience de cinéma à part entière. C'est pas tous les jours que tu vois un film qui traite le cinéma comme ça, et la manière de filmer, la manière de monter une histoire de cette manière-là, quoi. Non, ça c'est sûr. C'est clair que visuellement c'est hyper impressionnant. Il y a plein de choses à dire sur la mise en scène et tout ce que ça présente. On en parlera dans un épisode plus complet. Oui. Ici, on va vraiment rester dans les grandes lignes, histoire de vous mettre l'eau à la bouche, si ce n'est déjà fait. Ou de vous inquiéter, si vous êtes un peu dubitatif. Éventuellement. Oui. Mais on va dire que c'est une histoire assez complexe. En fait, c'est ce qu'on disait avant de commencer à enregistrer. D'habitude, je trouve que le cinéma de Nolan est un cinéma faussement complexe, où on a l'impression que c'est vraiment plus compliqué que ce que ça ne l'est vraiment. Et ici, j'ai l'impression... là, c'est vraiment un avis à chaud. On est sorti de la salle il y a 1 heure. 45 minutes. Donc,
Donc je vais peut-être dire autre chose dans une semaine ou deux, une fois que j'aurai digéré le truc un peu plus. Mais ici, j'ai l'impression qu'on est quand même dans quelque chose de réellement plus complexe que ce qu'il fait d'habitude. Même si, dans les grandes lignes, on comprend l'idée, un oligarque russe qui a des intentions relativement mauvaise par rapport au monde. Vous l'aurez vu dans la bande-annonce, cette fameuse 3e guerre mondiale qui est annoncée. Voilà. En gros, il y a un truc très méchant qui va arriver et il y a des gens plutôt gentils qui vont essayer de sauver le monde. Voilà, si on doit vraiment résumer le film sur un post-it, c'est ça. Oui, si on veut résumer le film sur un post-it, c'est ça. Et même avec cette histoire de temporalité différente, même si j'aime pas trop cette expression, mais à défaut d'autre chose pour l'instant, je vais utiliser celle-ci, en tout cas. Même cette histoire de temporalité différente, dans les grandes lignes, elle n'est pas très très compliquée à comprendre. Là où ça se complexifie à mon goût, à mon avis, c'est plutôt dans des aspects et des moments plus spécifiques. Oui. Parce que voilà, il y a des choses qui se déroulent au même moment, mais pas dans les mêmes. Au même moment, mais pas au même moment. C'est ça qui est un peu complexe, en fait. Et donc, parfois, essayer de disséquer le truc, c'est ça qui est peut-être parfois un peu compliqué. C'est très difficile à digérer. Ouais. C'est un film qu'il va falloir voir plusieurs fois si vous voulez vraiment comprendre l'intégralité du film. Non pas la trame principale, mais vraiment toutes les idées derrière le scénario, derrière la mise en scène. Il faut le voir plusieurs fois pour ça, parce que c'est impossible du premier coup de directement avoir toutes les clés en main. Non, du tout. Voilà. Parce que clairement, c'est pas un film devant lequel on peut être passif quand on le regarde. Il faut... ça va cogiter. Si vous êtes du genre à ne pas aimer que votre conjoint ou autre, quand vous êtes dans le salon, se lève pour aller chercher un truc dans le frigo ou autre pendant que vous regardez un film, mais qu'il ne met ou elle ne met pas pause, là c'est pas possible. Pause pipi, c'est pause, quoi. J'ai envie de dire. Tu peux pas. Le jour où il sera à la maison, en tout cas. Là, pour l'instant, c'est au cinéma et autant vous dire qu'il faut aller aux toilettes avant et pas prendre un trop gros soda. Il dure quand même 2h30. Oui, 2h30. Qui passe assez vite. Et justement, on le disait, ça vu le temps passer. Ça passe à une vitesse folle et on parlait de la digestion de cet aspect un peu nouveau du film. De Christopher Nolan. Là où il y a peut-être aussi un petit couac, c'est que justement il y a 2h30, mais on a l'impression qu'ils sont tout le temps pressés, parce que forcément c'est un film d'espionnage, mais donc toutes les scènes de dialogue ou autres sont toujours des scènes très rapides. Enfin, les phrases s'enchaînent, il y a peu de temps pour qu'on comprenne en fait ce qui se passe, et donc parfois on a l'impression qu'on est trimballé en fait avec les personnages principaux dans cette aventure et qu'on sait pas très bien ce qui se passe, mais parfois on comprend, on dit ah ouais, ok, ça j'ai compris, mais et puis hop, il y a un autre élément qui arrive et on comprend pas. Enfin, c'est volontaire et sans doute pas volontaire non plus, parce que je pense que ça c'est l'aspect du film qui va peut-être refroidir certains spectateurs qui ont peut-être pas envie de réfléchir à ce point-là, j'ai envie de dire, qui vont peut-être être déçus de cette expérience-là, parce que par rapport à Inception, parce qu'on compare souvent Inception quand on parle de Nolan et de sa complexité, beaucoup de gens, pas mal de gens en tout cas que je connais, ont trouvé ça compliqué, Inception. Moi j'ai pas trouvé ça très compliqué, mais si vous trouvez Inception compliqué, j'ose même pas imaginer votre avis sur Tenet. Donc disons que soyez informés, voilà, ça c'est clair. Le truc c'est que visuellement il y a des choses que notre cerveau n'est pas naturellement préparé à voir et donc à comprendre facilement. C'est ça qui... Ça rend le truc encore plus compliqué, je suis bien d'accord. Notre esprit très rationnel a du mal à vraiment analyser, voire disséquer ce qu'on voit à l'écran. Donc ça c'est un peu complexe. Après, je trouve que dans l'ensemble, on parlait de films d'espionnage au début, je trouve que pendant une bonne heure 30, le film se suit relativement facilement comme un film d'espionnage plutôt classique. C'est presque linéaire à ce moment-là. T'as limite l'impression de voir du John le Carré parce que ils vont en Norvège, et puis ils vont en Italie, et puis bref, ils sont un tour d'Europe. Ils sont à plusieurs endroits. Enfin, le film démarre à Kiev, en Ukraine. Aussi, ils vont en Inde. Bref, ils vont dans pas mal d'endroits et ça fait vraiment très film d'espionnage classique. Et je pense que pour la majorité des spectateurs, jusqu'à ce moment-là, j'estime ça plus ou moins à 1h30. C'est pas trop compliqué à comprendre. Parce que l'histoire de la temporalité différente, des temporalités différentes est déjà présent, mais relativement peu. C'est soft. Et puis après, bam, là il t'envoie le pâté et waouh. Donc le truc c'est que ils expliquent quand même cette histoire de temporalité différente assez
tôt dans le film, Très tôt, après quoi, une demi-heure, quelque chose déjà comme ça. même dès la première scène, il y a cette notion oui, de... c'est déjà présent, oui. mais t'as les explications vraiment, après 20 minutes, une demi-heure grand max, quoi. En tout cas pour les bases. Évidemment, l'histoire se complexifie petit à petit, mais les bases de cette histoire de temporalité différente sont là assez vite. Et si à ce moment-là vous vous sentez déjà un peu largué, ça va être compliqué pour la suite. Parce que vraiment ça se complexifie vraiment pas mal. Et donc voilà, il faut s'accrocher. Moi c'était l'inverse de toi, hein. Toi t'as eu plus en plus du mal à suivre. Moi c'était l'inverse. Au début j'étais un peu surpris. C'est pas que j'ai de plus en plus de mal à suivre, c'est plutôt que comme je disais, dans l'ensemble tu comprends ce qui se passe. Oui. Mais vraiment il y a des trucs, des moments spécifiques où faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe, parce que voilà, comme je disais, visuellement c'est pas quelque chose de naturellement facilement compréhensible. Déjà quand vous regardez des images de quelqu'un qui marche à l'envers ou un truc comme ça, ou de l'eau qui re-rentre dans un verre d'eau plutôt que de sortir du verre d'eau, c'est toujours des images un peu particulières à voir, où on n'est pas très à l'aise. Mais quand t'as un film qui te met des scènes de course-poursuite sur une autoroute avec cet élément là, wow, t'as un peu l'impression que ça va. C'est un peu, j'ai pas envie de dire gerbant, mais c'est clair que le fait aussi d'être en IMAX, ça envoie des messages à ton cerveau que tu n'es pas du tout habitué à recevoir, quoi. Donc c'est une expérience de cinéma, ça c'est sûr et certain. On n'est pas là pour vous dire que c'est pas le cas. Et t'allais dire que toi, au fur et à mesure du film, c'était plus simple. Inversement, au fur et à mesure que les séquences s'enchaînent et que le grand spectacle se lie avec ce concept de temporalité, je me suis dit, ok, là je commence à comprendre, je commence à faire des liens avec ce qui s'est passé aussi au début. C'est toujours assez sympa ça dans les films, quand on peut faire des liens sur certains moments. On dit ok, c'est pour ça que voilà. Il y a beaucoup de pain dans le film, hein, donc des plans sur des petites choses, objets, une phrase qui est dite vite fait. C'est ça. Voilà. Et puis tu sais que ça doit payer, donc payoff à un moment ou à un autre dans le film. Donc ça c'est assez sympa, assez sympathique, assez en jouissif. tant que spectateur, effectivement. Mais donc du coup, au fur et à mesure du film, je comprenais de plus en plus ce qui se passait. Mais par contre, j'ai été assez surpris par le début du film, où là j'ai eu du mal à comprendre à ce moment-là. Même si c'était plus linéaire dans sa temporalité, parce que c'était on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Et puis comme tu dis, à un moment donné, clac, il y a tout qui tourne. Mais voilà, quoi qu'il arrive, vous l'avez entendu, c'est un film complexe, mais pas inintéressant pour autant, bien au contraire. Qu'est-ce que tu savais du film avant de le voir ? T'as vu les bandes annonces notamment ? Oui, j'ai vu les bandes annonces, pas toutes sans doute, mais j'ai vu, si peut-être, mais j'ai lu un article ou quoi, mais c'est tout. J'ai pas été regarder des spoilers ou autre. C'est déjà plus que moi, parce que j'avais vu 0 bande-annonce. Le seul truc que j'avais vu avant, c'est le prologue qui est passé déjà dès le mois de janvier en fait au cinéma. Il est passé notamment dans les salles IMAX avant 1917 entre autres. Et j'ai eu l'occasion de le voir il y a un mois environ, quand j'étais revoir Interstellar en IMAX. Donc en fait pour moi c'est pas un vrai prologue, dans le sens en fait où ce qui vendait comme un prologue, ce sont les 10-15 premières minutes du film. Toute la séquence de l'opéra à Kiev, qui est hyper impressionnante. Ça commence fort le film. Ça envoie du pâté. C'est sûr que niveau action, le son est incroyable dans le film. Oui. Mais c'est aussi parce que en IMAX on avait des balles partout, mais c'est clair que quand il y a des balles qui tirent dans un couloir, tu entends des balles dans un couloir. Et puis, vraiment tout a été bien bossé pour que l'univers sonore soit là. Mais on peut toucher un mot de l'IMAX d'ailleurs. Donc pour rappel, il n'y a que 3 salles je pense en Europe qui peuvent passer le film dans son format original, en tout cas idéal, c'est-à-dire en ratio d'image 1:43. Donc le BFI à Londres, le Kinépolis à Bruxelles, et il y a une salle en Allemagne qui était censée ouvrir a priori en mars-avril. Je sais pas ce qu'il en est advenu depuis, mais il y a très peu de salles qui peuvent diffuser le film projeter le film dans son format idéal. Mais si vous avez l'occasion, faut pas hésiter, quoi. Oui, ça c'est clair que Christopher Nolan et IMAX, c'est 2 mots qui vont bien ensemble de manière générale, hein, depuis ces 10 dernières années. À chaque fois, ces films, il fait toujours en sorte qu'ils sortent en IMAX et que au maximum le format soit respecté dans ses prises, quoi. Parce que tout le film n'est pas entièrement en 1:43. Il y a des changements de ratio d'image qui basculent en 1:90, donc en 1:90, qui est le format que la plupart des gens vont voir, hein. Si vous allez tous les écrans d'IMAX en France, en tout cas la plupart diffusent au moins en 1:90. Donc
pour bien comprendre les ratios d'image, c'est pas que l'image est compressée, hein, c'est juste que il y aura des bouts d'image qui vont manquer, tout simplement. Ouais. Donc c'est pour ça que si vous avez l'occasion de le voir en IMAX en 1.43, c'est vraiment l'idéal parce qu'il y a des plans qui prennent une toute autre ampleur quand tu les vois. C'est pas juste ils ont pas allongé l'image, quoi. Il y a vraiment plus à voir, tout simplement. Ouais. C'est comme s'il n'y avait pas les deux bandes du dessus sur ta télé, quoi. C'est clair. Et sur certains plans, je vais pas détailler des scènes en tant que telles, mais sur certains plans, notamment sur la côte d'Amalfi en Italie, en 1.43, ça envoie du lourd, quoi. Ouais, c'est sur magnifique. Plein de scènes comme ça, visuellement, c'est hyper impressionnant et c'est vraiment une grande masterclass de Nolan, quoi. Voilà, donc tout à fait, masterclass d'un point de vue technique. On peut le dire aussi, le fait que le casting soit international et qu'il y ait ce côté justement, international et surprenant parce qu'il y a plein d'acteurs dans le casting qui sont pas des acteurs très connus du grand public, on peut dire ça comme ça. David Washington. On va dire que c'est la jeune génération qui prend le devant, quoi. Clairement. John David Washington, qui a joué dans Black Klansman, c'est le rôle qu'il a révélé au grand public. Hein. Voilà, Robert Pattinson, lui, il a un peu plus de célébrité. Oui, ça fait un moment qu'il est là. Voilà. Et Elizabeth Debicki, un peu moins connue également au bataillon, même si toi tu l'as suivi quand même un petit temps déjà. Non, ça fait un moment qu'on la voit dans beaucoup de choses, Elizabeth Debicki. Oui. D'ailleurs, on a appris cette semaine qu'elle allait jouer la princesse Diana, Lady Di, dans The Crown. Saison 5 et 6 du coup. Oui, c'est ça. Crown. Donc c'est pas rien. Avec impatience. Un revenant, Aaron Taylor Johnson qui nous sort de nulle part là. Ah, on l'avait pas vu depuis un moment, j'ai l'impression. On a mis du temps à le reconnaître. C'était quoi son dernier film ? Ouais, il a pris un peu. Mais oui, depuis Outlaw King, film que vous pouvez retrouver sur Netflix, qui était très bien. Donc Aaron Taylor Johnson, qui est pas un. Enfin, si, on le voit quand même pas mal dans la deuxième partie du film, mais c'est pas dans les rôles principaux. Non, clairement pas. On peut plus mettre Kenneth Branagh en avant. Branagh, tout à fait, qui joue l'antagoniste. Le méchant. Voilà. Le méchant russe. C'est le méchant russe. Il joue bien le méchant russe. Il fait très bien, très bien. Effectivement. Et puis Clémence Poésy, qui a un petit rôle sympa. Une scène. Et hyper important. Oui, tout à fait. Écoutez bien Clémence, si vous voulez comprendre le film. Si vous voulez comprendre. Rebobinez Clémence 2-3 fois. C'est celle qui va vous donner les clés au début. Dans la salle, si possible. Puis Michael Caine qui fait sa petite apparition. Himesh Patel, qui a un rôle aussi assez important quand même dans le film. Tout à fait. Et Dimpel Kapadia, visiblement actrice bollywoodienne qui a fait un paquet de films connue à Bollywood, certainement très très connue là-bas, mais qu'on ne connaît pas ici. Je t'avoue que après j'ai pas regardé toute sa filmo très 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 attentivement, mais de ce que j'ai vu comme ça, je ne pense pas que j'ai vu un de ses films, mais elle a un rôle important, très important, le rôle de Priya. Oui, on va pas détailler. Je pense qu'on s'arrête ici. On a donné notre avis, on a parcouru un peu certaines choses du film. On va faire un épisode plus complet. On va rentrer un peu plus dans l'histoire, qui fait quoi, les personnages et tout, ce qui nous a surpris, ce qui nous a pas plu, ce qui nous a vraiment plu. Et on en parlera avec vous quand vous avez vu le film, puisque ça sortira quelques jours après la sortie. Hein. On va estimer que vous aurez eu le temps de le voir si vous êtes attentif au podcast, si vous avez envie de voir Tenet comme nous. De toute façon, on vous remettra un spoiler alert pour éviter que vous écoutiez ce qui suivra. C'est sûr. Et en attendant, du coup, nous, on fait un peu une conclusion ici. Tenet, combien d'étoiles on lui donne et pourquoi ? Mais de ce que j'ai compris, on n'est déjà pas d'accord, hein ? Parce que moi, j'ai tendance plutôt à aller vers le 4, parce que vraiment, il n'y a rien à faire. Un Nolan, il peut faire ce qu'il veut, il va être au-dessus du lot. Ah oui. Que soit par son ampleur, après tu vas me dire il avait 250 millions, tu peux déjà en faire des choses avec 250 millions. Donc de par son ampleur cinématographique, tout son aspect entertainment, parce que vraiment c'est du grand spectacle. Il n'y a pas d'autre mot. Même si tu comprends pas le film après l'avoir vu, tu auras vécu un truc assez incroyable quand même. Et puis histoire quand même relativement complexe, excellent casting, très chouette histoire. Un concept alors j'oserais pas dire que ça n'a jamais été fait parce que je connais pas tous les films qui ont été faits dans l'histoire du cinéma et qu'à mon avis niveau petit film indé il y a moyen de peut-être trouver des trucs qui peut-être se rapprochent de ça mais globalement c'est ça. Quelque chose de très inédit et original en tout cas, donc je ne peux que m'incliner devant Christopher. Disons ça comme ça, si vous voulez vivre une expérience de cinéma à part entière, allez voir Tenet, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas du tout déçus. Si vous attendez un film peut-être un peu plus classique qui correspond un peu, on va dire, à Inception ou quelque chose comme ça, vous risquez d'être un peu surpris par la complexité du film et donc peut-être aussi déçu, donc sachez-le.
Donc notre avis aussi entre 3 étoiles pour ma part, 4 étoiles pour ta part, même si quelque chose me dit que l'avenir, le futur, les mois qui viennent vont changer cet avis-là dans ma tête. Peut-être qu'il va se retrouver au top de ma liste de l'année, je ne sais pas, on verra. Dans tous les cas, c'est un film qu'il va falloir décanter, parce que là, à nouveau, on en parle 1 heure après sortie de la salle, donc c'est vraiment très à chaud et on n'a pas encore eu le temps de vraiment analyser la plupart des choses de façon plus précise. Mais bon, voilà, c'est sûr que notre avis va sans doute évoluer, ou en tout cas qu'on y verra plus clair au fur et à mesure que le temps passera. En tout cas, dans la bonne. Si le temps passe dans la bonne direction. Oui, ça je ne sais pas. Parce que si on va en arrière. Même pas là-dessus. Bref. En tout cas, Tenet, valeur sûre du cinéma, on cachait Cinécast forcément. C'est ce mercredi 26 août au cinéma.